Bonsoir à tous. Ce soir, nous nous posons à Anderlecht. Qui dit Anderlecht dit le Sporting, évidemment. Il rend cette commune mondialement connue. Mais ceux qui y habitent savent qu'elle ne se limite pas à ça. Les enjeux y sont énormes. Nous allons les aborder ce soir dans notre débat. Anderlecht s'étend sur... Regardez le chiffre, 1774 hectares, c'est une grande commune. Sa population est en constante augmentation, plus de 118 000 habitants au 1er janvier 2018. Elle est dirigée par Éric Thomas à la tête d'une majorité où l'on retrouve l'EMR et le CDH. Éric Thomas étant lui socialiste. Dans l'opposition, il y a Ecolo Groen, des indépendants, la NVA, Islam, Défi et le Vlaams Belang, excusez du peu. 4 candidats sur notre plateau ce soir qui présentent une liste complète. Je vous les présente dans un instant. Mais d'abord, un petit détour sur la place de la Vaillance. C'est là que stationnait notre bus aujourd'hui. On retrouve Michel Gaillard qui, toute la journée, a sondé les aspirations et les inquiétudes des Anderlechtois. Le premier point évoqué par les habitants d'Anderlecht, c'est le manque de propreté, trop de crasse par terre. Alors oui, il y a des nettoyeurs, ils sont visibles, mais ça n'est apparemment pas suffisant. Autre point qui revient souvent, le manque de sécurité. Une riveraine nous dit que quand elle rentre chez elle, elle doit s'excuser parce qu'il y a des gens qui sont assis devant sa porte. Une autre nous dit avoir peur quand je sors, on regarde mon sac. La police est présente. Mais les jeunes ne comprennent pas. Le lundi, les policiers nous parlent gentiment. 2 jours après, ils nous contrôlent au faciès. Un point divise. La présence du club d'Anderlecht, c'est considéré comme un plus, mais cela provoque beaucoup d'embarras pour les habitants. Les activités proposées par la commune, visiblement, plaisent aux Anderlechtois, qui d'ailleurs ont été nombreux à nous dire qu'ils aiment beaucoup leur commune, grande, diverse et populaire. Voilà donc autant de thèmes que nous allons aborder dans ce débat, la propreté, la sécurité entre autres. C'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole et c'est vous, Gaëtan Van Guatsenoven, qui avez décroché le numéro 1. Vous êtes tête de liste MR Open VLD. Je voudrais vous faire réagir pour commencer à une phrase de votre programme. C'est en exergue dans la préface. Vous dites avec nous, Anderlecht ne sera plus une terre de relégation, d'abandon et de misérabilisme. C'est le cas aujourd'hui ? Je constate en tout cas que la façon avec laquelle un certain nombre d'opérateurs entrevoient Anderlecht, manifestement, nous ne sommes pas considérés à part égale. Il suffit de voir un petit peu comment travaille la STIB. Elle sollicite beaucoup Anderlecht, mais lorsqu'il faut investir qualitativement, on peut toujours attendre. Donc c'est vrai qu'Anderlecht joue un rôle important pour cette région, mais n'en retire pas toujours les fruits. Autre exemple. Mais là, vous êtes très dur pour votre commune. Vous dites relégation, abandon, misérabilisme. Effectivement, il faut appeler les choses par leur nom. Je crois qu'on attend aussi une certaine forme de lucidité. Il y a des choses qui ne vont pas. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi, alors que nous essayons d'avoir des rapports équilibrés et constructifs avec le ministre Smet, eh bien, on ne parvient pas à développer correctement la chaussée de Mons et la chaussée d'Inov, par exemple. Ce sont des artères fondamentales. Elles ne sont pas équipées correctement. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir dire oui, Anderlecht mérite mieux. Et que, effectivement, c'est aussi notre rôle de dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Pourquoi le pont Marchand, qui est quand même un pont qui relie les 2 parties du canal, ce pont est fermé depuis 3 ans. Il y a des choses, effectivement, qu'il faut pouvoir bouger et parfois, effectivement, s'indigner par rapport à un certain nombre de situations. Alors, Jérémy Drouard, bonsoir. Vous êtes tête de liste Ecolo Groen. Est-ce que vous êtes aussi... sévère que M. Van Guatsenoven quand il s'agit de juger cette commune? Pas du tout. Donc, je suis content d'une chose, c'est que M. Van Guatsenoven a repris notre slogan qui est celui de Anderlecht mérite mieux. Donc, il y a des choses qui ne vont pas et ça, c'est une certitude. Alors, effectivement, des relations parfois peut-être problématiques avec les organes régionaux, c'est une chose. Mais je pense que le collège aussi... a sa part de responsabilité dans ce qui se déroule. Et donc, effectivement, nous voulons être une force de proposition par rapport au projet que nous avons. Et parce qu'on pense qu'effectivement, il y a des choses à améliorer. On a parlé de la propreté, on peut parler de la sécurité, mais aussi... principalement de la participation citoyenne dans les grands enjeux qui ont été menés et qui seront menés dans le futur. Et donc, voilà, ici, effectivement, je ne partage pas la vision aussi dure par rapport à la commune. Je pense qu'elle est parfois aussi méconnue de l'extérieur. Si on parle d'habitants d'autres communes qui ont une vision parfois négative de notre commune, mais on a des richesses insoupçonnées parfois qui sont méconnues, telles que Nerpet, par exemple, et qui
doivent être aujourd'hui revalorisées et mises en avant. Alors Éric Thomas, bonsoir. Vous êtes tête de liste PS, SPA, CDH. Alors Écolo le disait, il y a aussi une part de responsabilité communale dans ce qui ne va pas aujourd'hui à Anderlecht. Pour vous, quelle est la responsabilité de la commune? Que n'a-t-elle pas fait pendant cette législature? C'est très clair, et les gens le disent, et tous les partis le mettent en avant dans leur programme. C'est vrai qu'on a un véritable problème pour lutter contre la malpropreté. On ne peut pas dire qu'on n'ait rien fait, au contraire, quand on voit les budgets consacrés à l'entretien des rues, des parcs augmenter de 40% en 6 ans, le nombre de membres du personnel consacré à la propreté de 25%. Donc c'est ça, c'est votre principal point. On va y venir tout de suite, ce sera un des enjeux de ce débat. C'est vrai que là, il y a moyen de faire mieux, et on va faire mieux. Mais il y a un comportement d'une petite frange de la population qui véritablement se fout pas mal de tous les règlements et qui empoisonne la vie des gens. Alors Alain Questemont, bonsoir, vous êtes tête de liste Défi. Votre bilan, vous, de l'action de la majorité, vous diriez aussi beaucoup mieux faire? Oui, peut beaucoup mieux faire, mais je dirais quand même qu'appeler Anderlecht une terre de misérabilisme, c'est quand même fort sévère. D'autant que, si je ne m'abuse, le MR était quand même dans la majorité depuis 24 ans. Donc voilà. On l'a été avec vous-même. On termine le premier tour de parole et puis je vous laisse tout de suite répondre. Maintenant, je dirais que c'est une commune qui est en pleine mutation aussi. Et aujourd'hui, elle se retrouve confrontée à quand même beaucoup de défis. Donc, comme disait M. le bourgmestre, c'est une commune qui souffre aussi du fait qu'une partie de la population, je dis bien une partie de la population, en a très peu à cirer, si je peux dire, des infractions et fait un petit peu ce qu'elle veut. Donc là, il y aurait une reprise en main à faire. Mais alors, appeler terre de misérabilisme, c'est... Une réponse à M. Questemont, qui dit vous y êtes depuis tellement longtemps et c'est toujours une terre de misérabilisme. Mais c'est pas ça que je veux dire, il faut bien comprendre mon propos. Mais un exemple, avant de débuter notre grand projet sur le canal, il y avait une seule proposition, un quai de déchargement de déchets. Oui. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le potentiel d'Anderlecht n'est pas suffisamment révélé. Et il faut effectivement qu'on sorte de cela. On a comme une période de désindustrialisation avec, à un moment donné, effectivement, un certain nombre de problèmes qui ont frappé les quartiers. Il faut sortir de cette période. Monsieur Thomas, vous n'arrivez pas à vous faire respecter. Votre parole ne pèse pas quand il s'agit d'influencer certains dossiers? Si, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a des dossiers qui mettent longtemps avant d'aboutir. On parlera peut-être tantôt de l'extension de la maison communale. Nous attendons d'avoir le permis parce qu'on chipote. Mais je voudrais quand même dire que ces 6 dernières années sont les années où on a le plus investi à Anderlecht. Investissement de la région ou d'autres pouvoirs, investissement privé et investissement communaux. Et véritablement, il y a un renouveau qui est en cours déjà à Anderlecht depuis 2012. Ouais. Alors, M. Drouin, pour que Anderlecht soit plus prise en considération, vous, dans une majorité, demain, vous faites quoi? Je pense qu'il y a un réel besoin d'une meilleure collaboration avec la région. On peut quand même s'étonner un tout petit peu parce que je pense qu'il y a quand même des partis qui sont l'un et l'autre au pouvoir à la région et ici à la commune. Donc on aurait pu penser... Donc c'est le cas du Parti Socialiste. Voilà. Et du CDH aussi également. Et donc c'est assez étonnant de se dire que on en pâtit, nous, communes aujourd'hui. Donc il faut peut-être se poser aussi les questions du pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, pourquoi est-ce que ça se déroule comme ça. Et pour vous, quelle est votre réponse? Écoutez, la réponse, elle est difficile à savoir, n'étant pas dans la majorité directement et donc... C'est très difficile de pouvoir l'exprimer. Monsieur Thomas, vous acceptez ce reproche ou pas du tout? C'est pas un problème politique, c'est un problème de relation entre notre administration et l'administration régionale, ou certains morceaux de l'administration régionale qui rendent les choses difficiles et qui nous font perdre énormément de temps. Oui, mais Monsieur Questemont, Défi à la région n'est pas sensible aux enjeux anderlechtois? Si, Défi est sensible aux enjeux anderlechtois, bien sûr, mais nous sommes dans l'opposition Anderlecht, donc voilà. Oui, mais dans la majorité au niveau régional, donc les relais pourraient fonctionner. Tout à fait, mais vous aviez posé tantôt la question de savoir ce que Défi pensait de la majorité sortante. Moi, je dois dire, c'est une majorité qui a un bilan en demi-teinte. Donc, selon que vous examiniez le travail du bourgmestre ou de certains
de ces échevins. Il y a des échevins qui ont très bien travaillé, il faut être clair. Je ne vais pas commencer à citer ou faire de la propagande politique pour les uns et pour les autres. Vous pouvez dire ceux que vous estimez qui n'ont pas travaillé du tout, hein, comme ça ce sera clair. Je dirais qu'en matière de politique d'emploi et d'économie, nous sommes bien loin des promesses qui ont été faites. Et ce sont des échevins de... Un échevin même, mais je peux prendre d'autres échevins aussi. Donc voilà, je n'ai pas fait de procès public à qui que ce soit. Mais je constate que cette majorité a travaillé pour certaines choses. Alors, M. Van Guatsenoven, par rapport à cette accusation, en disant il y a des échevins qui travaillent bien, et puis il y en a qui ne travaillent pas du tout, et on citait un échevin émer. Écoutez, oui, on peut citer un certain nombre de personnes et essayer effectivement de les dévaloriser. Ils ne sont pas ici, c'est toujours évidemment difficile. Je constate que l'échevin en question a mené à bien les contrats de quartier. C'est vrai qu'au niveau de l'économie, il faut pouvoir peut-être mettre davantage le paquet. On a parlé effectivement de la rue Wayet, donc je crois qu'il faut aller plus loin dans un certain nombre de politiques, mais voilà, la maison de l'emploi a été créée, pas mal de choses ont été faites, donc c'est un procès qui est facile, d'autant que les compétences de l'économie de l'emploi sont essentiellement régionalisées. Vous partagez cet avis sur le travail finalement à géométrie variable dans le collège, M. Drouhard? Tout à fait. Et pour parler de l'économie de l'emploi, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a probablement beaucoup manqué de volontarisme. Et qu'il y a eu effectivement un moment, un statu quo où en fait on ne voit pas aujourd'hui d'évolution par rapport à cette politique. Alors il y a des choses qui auraient pu être mises en place et on est intervenu à plusieurs reprises au conseil communal, notamment sur la question des logements vides qui peuvent redynamiser notamment des noyaux commerçants ou à l'instar de ce que fait Bruxelles-Ville, le rachat de commerce qui permettrait à la commune de devenir le bailleur. On y viendra, on parlera de la rue Wayet, mais encore par rapport à cette critique, M. Thomas, vous qui êtes le chef d'équipe et qui êtes censé booster le collège, vous répondez quoi à ces accusations? Comme je suis chef d'équipe, je n'ai pas l'habitude de critiquer les collègues. Et donc, je crois que chacun doit faire son examen de conscience. Mais je constate en tout cas que la commune, globalement, est bien gérée, qu'on a pu diminuer la taxe sur l'IPP en début de législature à 5,9%. On était la commune la moins chère et que les budgets sont en équilibre. Et on a retrouvé une capacité d'investissement, ce qui est très important. On a pu construire dans la législature 4 nouvelles écoles, 4 nouvelles crèches, des salles de sport. Et donc, voilà, il y a un bilan qui est un bilan positif. Alors, on y va pour le premier défi. Certains considèrent cela comme le défi majeur. C'est la question de la propreté. On a justement une Anderlechtoise qui a une question, un Anderlechtois, qui a une question par rapport à cela. Si on jette n'importe quoi, n'importe comment, quoi. On a des frigos sur le trottoir, c'est bien, ça reste là pendant 3 semaines, c'est bien devant ma porte, quoi. Enfin, vous comprenez ce que je dis? Donc c'est ça, des trucs comme ça qui vont pas quoi sur la propriété, c'est d'être nickel, quoi. Eh ben, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça la propreté. Alors, Monsieur Questemont, demain, vous êtes échevin de la propreté. Que faites-vous? J'ai vu dans votre programme mise en place d'un système de caméras intelligentes pour lutter contre les incivilités, renforcer les équipes de balayeurs de rue. Est-ce qu'il y a vraiment une formule magique? Non. Parce que c'est un problème qui est lancinant à Anderlecht et dans d'autres communes aussi d'ailleurs. Je vous dirais qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça c'est clair, je pense que nous sommes tous les 4 d'accord en ce domaine. Il y a des politiques que l'on peut mener. Je crois que la première politique, c'est faire revenir les gens au respect du bien public et à leur cadre de vie. Et donc, on fait quoi alors? On sanctionne beaucoup plus, on sensibilise. On informe d'abord, on développe une politique d'information d'abord, beaucoup plus importante, et puis on sensibilise les gens aux problèmes. C'est leur cadre de vie, c'est là où ils doivent vivre, donc voilà. Et on les sensibilise aussi au respect du bien public. Ouais. Monsieur Drouhard. Donc effectivement, c'est un constat d'échec. Je pense que le problème de la propreté ne date pas d'hier et date depuis très longtemps par rapport à Anderlecht. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des choses qui auraient pu être mises en place. En 2012, le collège nous annonçait une réforme des services pour optimaliser ceci. Elle a mis 4 ans à se mettre en place. Et en 2016, plus ou moins quand elle se met en place, on ne voit aucun impact. Et donc là c'est un vrai souci par rapport à la gestion du collège et de cette politique. Après, effectivement, il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Et effectivement, on a parlé de la propreté avec de la prévention, parce qu'effectivement, il faut sensibiliser les gens à la base. Et puis, aussi des sanctions. Donc, il faut parler des sanctions administratives communales qui sont un outil qui peut être utilisé et qui n'a
pas du tout été utilisé dans ce cadre-là. Et donc, ce serait un outil de sanction qui devrait être mis en place ou en tout cas être appliqué. Alors, Monsieur Thomas, vous parlez dans votre programme de tolérance zéro pour la malpropreté. Alors ça, c'est un slogan. Dans les faits, vous la concrétisez comment, cette tolérance zéro, voyant les reproches qui ont été faits, notamment sur les sanctions administratives qui ne seraient pas appliquées? Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. D'ailleurs, les autres communes sensiblement proches d'Anderlecht connaissent le même problème. Mais on nous dit parfois que c'est pire à Anderlecht que dans d'autres communes. Voilà, mais donc, nous sommes obligés de faire le nettoyage des rues systématiquement parce qu'il y a des dépôts d'immondices. Vous savez qu'on récolte sur une année 5000 tonnes sur la voie publique. Donc c'est 5000 tonnes qui ont été déversées par des habitants ou des gens qui viennent d'autres communes. Et donc on fait des sanctions. Il y a 450 000 euros de sanctions par an. Donc il y a tout un contrôle qui se fait, mais malgré ça, on constate que malheureusement, il y a une partie de la population... Et donc ce que vous nous dites, c'est qu'on n'est pas sûr que ça va forcément s'arranger dans les 6 années qui viennent. Si cette formule miracle, on l'avait déjà trouvée, ou en Anderlecht ou dans une autre commune, ce serait déjà d'application. On ne l'a pas. Et donc il y a des comportements d'un certain nombre de personnes qu'il faut véritablement sanctionner. On peut faire la prévention, la sensibilisation, mais il faut sanctionner également. Mais on ne l'a pas fait avec des sanctions administratives. 450 000 euros qui sont rentrés dans les caisses pour des non-respects de la propreté. Mais donc ça, ce sont des taxes de nettoyage qui sont appliquées, mais la sanction administrative communale n'a jamais été utilisée. Peu importe quel est le moyen il faut démultiplier les moyens. À partir du moment où on constate qu'il y a un souci, il faut sanctionner. Quand il y a un souci, on peut démultiplier les moyens aussi. Oui. Alors ces sanctions administratives communales, est-ce qu'elles seront appliquées si vous continuez à être bourgmestre après le 14 octobre? Bien sûr, oui. Il faut véritablement utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour lutter contre un fléau. C'est un fléau véritablement de la vie quotidienne des gens. Et la commune, il y a 150 personnes qui s'occupent de la propreté à Anderlecht. 150. Donc on peut difficilement mettre beaucoup plus de monde. Mais il faut que les gens cessent de faire n'importe quoi et de déverser tout le détritus sur la route. Alors je ne sais pas si vous voulez plus de monde, Monsieur Van Goetsenhoven, en tout cas vous voulez créer un véritable commando blanc chargé d'intervenir en urgence dans les dépôts clandestins. C'est une solution... c'est quoi Enfin, voilà, je pense qu'il faut pouvoir investir. Il y a une grande demande. On est à la chasse aux idées, mais on n'a pas vraiment la solution. En tout cas, il y a une grande demande de la part de la population, donc il y a quand même un certain devoir de résultat. Et donc c'est vrai que la commune ne dispose pas de moyens extensibles à l'infini, mais là, il y a une priorité absolue. Donc oui, il faut effectivement investir massivement. Oui, parce que M. Thomas nous disait on récolte déjà des milliers de tonnes par an. Au commando blanc, c'est important. Pourquoi? Parce que je pense que la constitution d'un dépôt à un endroit a un impact psychologique extrême. D'abord sur les citoyens qui doivent contempler la dégradation de leur quartier. Et donc c'est l'intervention dans la journée que vous voudriez? Je pense que c'est ça qu'il faut pouvoir atteindre. C'est important, mais aussi parce que la crasse entraîne la crasse. Et donc voilà, je crois que les Anderlechtois demandent à la fois des solutions, mais aussi que les dépôts ne traînent pas. D'ailleurs, c'est ce que votre auditeur nous indiquait. Oui, si je ne m'abuse, le commando blanc était quelque chose qui existait à l'époque de Christian II, lorsqu'il était bourgmestre, et qui a été supprimé par la suite. Monsieur Thomas, vous qui connaissez bien l'histoire communale. Le commando blanc a été remplacé en fait par des équipes beaucoup plus nombreuses, parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait quelques dépôts d'immondices. Maintenant, c'est devenu malheureusement généralisé. Donc nous proposons aussi, dans chaque quartier, de faire un coin propreté où les gens peuvent venir déposer un certain nombre de choses. Et je vous dirais qu'il existe déjà maintenant un numéro vert où les gens peuvent téléphoner et les services font alors l'enlèvement quand c'est nécessaire. Oui, dans la journée? Dans la journée. Oui. Monsieur Drouard, vous y croyez, ça, c'est fait sur le terrain ou ça, pas? Ça existe. Alors, est-ce que ça fonctionne dans les 24 heures? C'est pas toujours le cas, mais donc ça prouve une chose, c'est qu'il faut redonner encore plus de moyens aux services pour pouvoir assumer cette problématique. Et donc ça, le budget, c'est un choix politique. Est-ce qu'il faut encore renforcer le service de propreté? Oui, mais moi je n'y étais pas, donc je le propose. À mon sens, oui, parce que c'est évident. C'est vraiment l'élément qui crispe le plus la population. Si nous ne trouvons pas de solution à ce niveau-là, je crains évidemment que le bilan de la population à notre égard va être extrêmement sévère et ce sera mérité. Alors on va arrêter sur ce sujet, on va passer aux enjeux politiques, si vous le voulez bien. Monsieur Thomas, vous êtes candidat bourgmestre pour
finalement continuer. Alors certains disent, est-ce que vous ne devriez pas raccrocher maintenant que vous avez 70 ans? Vous leur répondez quoi à ces personnes? Mais je veux simplement que je ne suis pas le seul qui a 70 ans et qui se représente. C'est la dernière fois que je me présente. Je pense que ça c'est logique puisque je suis bourgmestre que depuis 6 ans. Je présente un bilan de 6 ans d'activité, je le défends et puis je continuerai pendant quelques années encore à gérer la commune si la population le veut bien. Et donc, bourgmestre pour les 6 ans qui viennent ou vous pourriez arrêter avant? Je pourrais arrêter avant, il y aura une transition comme c'est d'ailleurs dans l'air du temps à Saint-Gilles, à Berchem. Et donc vous n'avez pas encore fixé de date? On dit souvent à mi-mandat ou non, vous ne savez pas encore, mais vous ne ferez pas le mandat entier. Il n'y a pas de date et je ne vous dirai pas qui serait le favori. Alors, est-ce qu'il y a un accord préélectoral, M. Van Guatsenoven, entre le PS et le MR pour dire on continue ensemble si arithmétiquement c'est possible? Écoutez, les choses sont vraiment ouvertes cette fois-ci, je tiens à le dire. Et donc voilà, moi en ce qui me concerne, si la population souhaite me témoigner son soutien, c'est naturellement d'être bourgmestre pendant 6 ans. Oui. C'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y a un accord préélectoral entre le MR et le PS ou un accord de principe, on va dire? Non, enfin, je dirais que je n'exclus aucun dialogue avec les formations démocratiques qui sont ici autour de la table. Bon, la majorité a travaillé correctement, donc je n'ai aucune raison de rejeter la poursuite d'un travail, mais je pense qu'il est important aussi que le citoyen n'ait pas l'impression que le vote qui va se dérouler le 14 octobre, c'est un vote pour rien. Oui, donc, monsieur Thomas, vous confirmez? Il faut écouter ce que... Il n'y a pas d'accord préélectoral? Écoutez, on a bien travaillé pendant 6 ans. Il y a des choses qui sont peut-être critiquables et certainement améliorables, mais c'est un bilan et donc tout ce qui est bon et tout ce qui est moins bon doit être partagé entre les partis qui étaient au pouvoir. Et puis on verra ce que l'électeur en pense. Oui, monsieur Drouin, vous avez l'impression, vous, que les jeux sont faits et qu'il y aurait finalement une entente entre PS et MR aujourd'hui? Nous avons entendu un peu de tout, donc je veux dire, savoir ce qui se passe réellement, chacun pourra dire ce qu'il veut ici sur le plateau. Il y a eu un moment où effectivement on a eu tendance à croire que ces deux grands blocs pouvaient reconstituer une majorité assez confortable ensemble. Maintenant, on a aussi pu constater, nous de l'extérieur, qu'il y a eu beaucoup de tensions entre les deux partenaires et donc effectivement ça pourrait laisser planer le doute sur la volonté des uns et des autres de vouloir continuer à travailler ensemble. Ouais. Alors Monsieur Questemont, votre président de parti, Monsieur Minguin, a dit que partout où c'était possible, il voulait casser cette alliance entre PS et MR. Est-ce que vous êtes, vous, dans cet état d'esprit-là à Anderlecht? Non, je crois que Olivier Minguin s'exprimait au niveau fédéral et régional. Ici, nous sommes au niveau communal. Pas au niveau fédéral, en tout cas. Il ne s'exprimait pas au niveau communal. Au niveau régional, pardon. Ici, au niveau régional, le PS et le MR ne sont pas ensemble. Donc moi, je pense qu'il parlait quand même il parlait de certaines communes. Il parlait de certaines communes. Mais je rejoins M. Drouard dans les rumeurs, les bruits qui circulent dans chacune des campagnes électorales. L'intoxication va à son petit bonhomme de chemin. On a prétendu que des filles avaient un accord aussi avec le PS, etc. Nous rejoignons en cela M. Van Guatsenoven en disant, voilà, nous attendons le résultat des élections. Que les citoyens s'expriment et le soir des élections, Défi va aux élections les mains libres. Le soir des élections, nous rencontrerons les partis démocratiques qui ont des convergences programmatiques avec nous. Alors PSMR, on a parfois parlé d'une alliance contre nature. Monsieur Thomas, vous avez sans doute entendu ce terme. Il avait été employé par Laurette Oncolix. Est-ce que vous n'avez pas envie de privilégier à un moment une alliance plus progressiste ? Je crois qu'il y a des convergences qui existent entre les différents partis qui sont ici autour de la table, des plus grandes convergences, des moins grandes convergences. Et je crois que ce qui est important, c'est d'avoir un programme pour la population et de voir qui veut bien le partager. Et donc pour moi, les choses sont ouvertes. Je vous dis, on a travaillé correctement pendant 6 ans. Déjà précédemment, de 2006 à 2012 aussi, il y avait un travail correct qui a été fait. Et voilà, c'est à l'électeur maintenant à se déterminer. Alors ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a une lutte pour le poste du majorat. Vous êtes tous les deux en train de dire, moi je veux être bourgmestre à Anderlecht, monsieur Van Guatsenoven. C'est pas la question de vouloir. Je pense que sur cette question, comme d'ailleurs sur le résultat électoral, il y a à un moment donné la question de répondre à la volonté de la population. Et pour mener un projet qui sera un projet dur, parce que faire bouger cette commune, c'est pas évident et il y a des enjeux énormes. Vous devez avoir la légitimité qui sort des urnes. Et donc, c'est pas la question de vouloir, c'est la question de rendre possible un projet. C'est ça qui est important. Oui, monsieur Drouard, vous avez, vous,
des contacts avec les différents disques? On dit que les jeux sont ouverts. Est-ce que vous sentez que les choses sont cadenassées ou pas vraiment aujourd'hui? Le jeu des alliances ne nous intéresse pas directement. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire qu'on puisse à un moment donné avoir des convergences en termes programmatiques, mais aussi nous affirmer, nous, en tant que potentiel renouveau réel pour Anderlecht, puisque les deux candidats bourgmestres, on ne parle finalement que d'eux comme candidats bourgmestres, ça pourrait aussi être un bourgmestre écolo, donc soyons ambitieux aussi un tout petit peu. Hein. Donc voilà, il faut un peu rêver dans la vie, et donc pourquoi pas. Donc voilà, pourquoi est-ce que ce ne serait pas nous qui serions maîtres du jeu le soir des élections? Ouais, pourquoi pas, effectivement. Voilà, on va parler de la sécurité maintenant, si vous le voulez bien. Alors le Peter Bosz a défrayé la chronique ces derniers mois à cause de l'insécurité qui y régnait. Écoutez cette habitante qui habite dans cette cité sociale. Il nous manque beaucoup de choses dans ce quartier. Il nous manque déjà de la police. Il n'y a pas assez de policiers pour faire l'ordre. Il y a comment je vais expliquer, les responsables ne font pas attention parce que c'est dégueulasse par terre. Il y a des boîtes, des papiers. À peine c'est fait, ça recommence. Voilà, la propreté, on en a déjà parlé. On va parler de la sécurité maintenant. Alors, Monsieur Questemont, sur cette question du Peter Bosz et sur la sécurité en général dans la commune, vous parlez dans votre programme de renforcement de la politique, de la police de proximité. Elle a disparu de la commune ou elle n'est pas assez présente? Elle n'est pas assez présente. Elle n'a pas disparu de la commune, bien du contraire. Je pense par exemple que l'initiative de créer les Cobans, qui sont des polices de proximité, des petites cellules de police basées sur le système japonais, est une très bonne chose. Quand on regarde... Certaines communes les ont supprimées parce qu'elles estimaient que ça mobilisait du personnel qui n'était pas sur le terrain. Vous y êtes favorable? Oui, je suis totalement favorable, et notamment l'installation d'un Coban au Peter Bosz. On y installe déjà, et là je salue le travail de la majorité quand même, qui a décidé d'installer là-bas un commissariat de quartier, une antenne. Donc voilà, ça répond à l'argument de madame. Maintenant, au niveau du nombre de policiers, je regrette que la clé de répartition actuelle de la dotation des communes vers la zone n'est pas favorable à Anderlecht. Nous n'avons pas le nombre de policiers auxquels nous aurions droit. Donc dans la zone midi, Anderlecht est le parent pauvre. Voilà, est le parent pauvre. Nous n'avons pas le nombre de policiers auxquels Anderlecht doit avoir droit par rapport à ce qu'Anderlecht paye au niveau de la dotation. Et donc, vous avez situé, si vous pouvez nous donner un nombre de policiers manquants ou que vous voudriez avoir à Anderlecht? Il y a plus d'une centaine de policiers manquants à Anderlecht. C'est surtout le problème de l'intervention, c'est-à-dire la première ligne qui est directement en contact avec la population. Et donc on intervient plutôt dans les autres communes qu'à Anderlecht, selon vous? On essaye d'intervenir partout, mais dès l'instant où on a un manque de personnel, il est clair qu'on ne peut pas être partout en même temps. Ouais. Alors, Monsieur Thomas, est-ce qu'il manque effectivement? Est-ce que dans ce domaine-là aussi, au sein de la zone, Anderlecht ne jouit pas de toutes les forces auxquelles elle pourra prétendre? Il y a un petit déficit, il faut relativiser les choses. Donc la dotation d'Anderlecht, c'est 49% de la dotation des 3 communes. Et au niveau du personnel occupé sur Anderlecht, on est à 48 des poussières. Donc il nous manque un certain nombre de policiers. Et j'ai demandé plusieurs fois que le chef de corps fasse le nécessaire pour combler ce déficit. Mais je voudrais dire, puisqu'on parlait du Peter Bosz, que là, nous avons prévu in tempore non suspecto un commissariat de police pour lequel les plans sont à l'urbanisme pour le moment au niveau de la commune, et que nous avons obtenu aussi un contrat de quartier, donc décidé en juin 2017 au niveau de la commune, soutenu par la région, en cours de gestation, qui va permettre d'amniser. Il manque des infrastructures, il manque des choses dans le quartier du Peter Bosz. Eh bien, tout ça va venir dans les années à venir. Ouais. Vous pensez, Monsieur Questemont, que la commune a mis trop tard à réagir sur ce qui se passait au Peter Bosz? Non, je ne dirais pas ça. Je crois qu'il y a eu un phénomène d'amplification des faits qui a étonné tout le monde. Je crois que c'est surtout ça qui s'est passé. Et donc, il n'y a pas plus de problèmes là qu'ailleurs, c'est ça que vous voulez nous dire? C'est un des quartiers sensibles de la commune, mais au même titre que certains quartiers de Curiem. Donc voilà. Monsieur Drouard, sur cette question du Peter Bosz, sur le renforcement de l'effectif policier qui patrouille sur Anderlecht?
Mais donc, effectivement, le Peterbos est un quartier qui a été quand même un tout petit peu aussi laissé à l'abandon pendant des années. Et ce n'est pas que la majorité d'aujourd'hui, c'est historique. Et donc, effectivement, il y a eu probablement, et cela pas en termes que de présence policière, mais aussi d'aménagement urbain et autres, qui ont quand même un petit peu cloisonné le quartier. Pour ce qui concerne la présence policière, elle doit se faire sur le terrain et dans tous les quartiers. Monsieur Thomas avait évoqué, quand il y avait eu les soucis au Peterbos, qu'il y avait toute une délinquance qui s'était peut-être bien bougée parce qu'un projet, et là on peut le saluer, ce projet a été mis en place, mais donc ça veut dire que si on fait ça que ponctuellement, il y aura toujours une mouvance qui va faire en sorte qu'on va jamais régler profondément le problème. Ce sera peut-être plus le Peterbos, mais ce sera peut-être un autre quartier demain, et donc là il faut avoir une vraie présence policière sur le terrain et pas une présence en voiture. Moi je vois des policiers patrouiller en voiture dans nos parcs. Je suis désolé. Mais vous croyez beaucoup au développement des brigades cyclistes, hein, si je lis bien votre les brigades cyclistes sont effectivement une solution. Et vous aussi, voilà, dans tous les programmes. Monsieur Drouhard, terminé, puis je donnerai la parole à Monsieur Van Guatenhoven. Je suis content que notre programme fasse l'unanimité. Mais donc voilà, mais donc il faut effectivement réinvestir sur des contacts physique sur place avec des commissariats comme ça va être créé dans le cadre du contrat de quartier au Peterbos, mais aussi alors ces patrouilles qui sont à pied et à vélo. Si je peux me permettre, pour développer la police de proximité, je trouve que la commune devrait faire un recours beaucoup plus fréquent à l'appui de la police fédérale, notamment la police à cheval, d'autant plus que cet appui est gratuit. C'est vrai. Monsieur Van Guatenhoven. C'est vrai que la demande d'appui de la police fédérale, c'est un des moyens qu'il faut solliciter, comme d'ailleurs l'appui du parquet lorsque on procède. Et quand Monsieur Drouhard dit on voit des policiers patrouiller en voiture dans les parcs. C'est vrai, et ça, c'est mal perçu par la population. Et donc c'est vrai que la présence de l'agent, du poste fixe aussi à un certain nombre d'endroits, c'est important parce que parfois les habitants ne comprennent pas que des incivilités se font de façon généralisée, sans réaction. Le fait, par exemple, que place de la Vaillance, des gens aillent régulièrement, excusez-moi du terme, déféquer sur le monument aux morts, les gens n'acceptent pas cela. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la population dit, mais pourquoi pas envisager un certain nombre de postes fixes, au moins pour dire que donc un certain nombre, ça veut dire quoi pour vous, un certain nombre de postes fixes? Eh bien, dans un certain nombre de points sensibles où l'on sait qu'il y a des problèmes pour montrer qu'il n'y a pas de... Vous en mettriez où? Au Peterbos, effectivement, l'agent qui travaille dans le quartier, c'est important aussi pour lier des liens avec le quartier. C'est vrai que juste quelques patrouilles qui arrivent comme ça, toutes sirènes hurlantes, ça ne crée pas. Il faut que les liens entre police et prévention puissent être aussi reconstruits. L'augmentation des patrouilles pédestres ou des patrouilles mixtes, par exemple, les patrouilles pédestres et les patrouilles canines sont demandées par la population. Et vous parlez de petits commissariats, donc des cobans, comme on les appelle, un au Peterbos, et vous en voulez dans d'autres endroits également? C'est prévu. Au Peterbos, dit M. Van Guatenhoven. J'enverrai très bien un à Kuregem, bien que déjà le travail semble avoir été en partie fait avec le Coban CPO. Mais voilà, ce sont des idées de retourner vers cette police de proximité et de décentraliser. Monsieur Thomas. Donc je voudrais dire que le travail est en cours. On a créé, avec l'aide du collège de la commune et de la police, le dispositif Virtus dans le centre, où il y avait des problèmes d'arrachage de sacs, de colliers, etc. Et qu'est-ce qu'on constate après 2-3 ans? On a supprimé la bande urbaine qui sévissait à cet endroit-là, et c'est une zone où la criminalité a diminué de 25%. Donc c'est pas encore parfait, mais c'est une diminution importante. Et pour éviter le déplacement pour éviter le déplacement, donc on fait le même type d'opération maintenant sur Kuregem, avec aussi les premiers résultats qui sont tout à fait probants. C'est prévu sur le Peterbos et on verra si on peut encore multiplier les initiatives dans différents quartiers. Alors on va évoquer maintenant, si vous le voulez bien, l'avenir urbanistique de la commune. Anderlecht a connu et va encore connaître une explosion démographique. Il y a beaucoup de projets sur la table et cela en inquiète certains. Écoutez cet habitant. L'explosion démographique qu'il y a ici à Anderlecht et où quoi qu'on en dise, c'est quand même encore un poumon vert ici autour de la commune, en particulier du côté de Neerpeet. Et nous sommes un peu inquiets que la pression de certains promoteurs ou de certaines complaisances politiques pourrait détruire cet endroit qui reste quand même un endroit réellement de terroir.
Voilà, et au-delà des projets à Nerpede, il y a aussi ces projets au Bistebroek, dans le bas de la rue Royer, 414 000 mètres carrés de logement, 11 000 habitants supplémentaires. Il y a aussi ce projet Marina, non loin de là. Monsieur Questemont, est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers trop de densification à Anderlecht? Non, je ne dirais pas ça. Par exemple, le projet Marina, je l'ai soutenu lorsqu'il a été présenté au niveau du conseil communal. Je crois qu'il est clair qu'il faut faire face à la mutation qu'Anderlecht connaît aujourd'hui. Et donc il faut y faire face d'une manière ou d'une autre, ça c'est clair. Ouais. Alors Monsieur Drouard, ce projet de Marina, on a vu des associations environnementales dire que ce n'était pas du tout nécessaire à la commune, que Anderlecht n'avait pas besoin de ça. Votre avis sur le sujet? Je pense surtout que c'est un projet qui semble un petit peu déconnecté de la réalité du quartier. Et tel qu'il est présenté, il nous fait un peu peur parce que ça pourrait faire un noyau de logement un peu luxueux, voire carrément luxueux. Donc vous le bloquez, vous faites en sorte qu'il ne se réalise pas si vous êtes demain aux affaires. Nous ne souhaitons effectivement pas que ce projet se réalise tel qu'il est présenté ici. Oui, alors vous le défendez bec et ongle, Monsieur Van Guatsenoven, c'est encore le cas aujourd'hui? Je défends bec et ongle tous les projets qui amènent du potentiel et qui tirent un petit peu la commune vers le haut. Au demeurant, ce n'est pas une marina pour yacht de milliardaires, ce sont des bateaux de tourisme. Il faut ramener les choses dans leurs proportions. C'est aussi de l'emploi, un hôtel, 60 emplois à la clé. C'est aussi de l'argent qui va permettre de financer des crèches et des écoles, parce que les écoles qu'on est en train de construire ici et là, c'est souvent grâce aux charges d'urbanisme. Donc voilà, c'est un des projets, effectivement, de la zone Bistebroek, un projet qui fait un peu polémique parce qu'il est un petit peu particulier, mais c'est important aussi de montrer qu'à Anderlecht, il y a un certain nombre de projets innovants qui peuvent voir le jour. Et quand on investit au canal, on protège aussi Nerpede parce que quand on développe évidemment la densité au niveau du canal, on peut alors avoir un vrai discours de protection de la zone verte de Nerpede. Vous continuerez à le soutenir dans les années qui viennent. On vous sent plus sceptique, Monsieur Thomas, sur ce projet Marina. Je veux réagir par rapport à ce que la personne interrogée sur Nerpede, oui. À Nerpede, il n'est pas question de toucher à Nerpede. On a parfois dit que certains voulaient y construire un stade. Jamais. C'est ce qui a été dit à un moment donné. Oui, mais pas par nous. Pas par lui, par Marcus, effectivement. On a clairement la volonté de protéger, de continuer à protéger Nerpede, d'en faire une zone rurale et de tourisme rural. Et je veux dire qu'on a défini 3 quartiers où il y a de potentialité de construction. C'est Erasme-Chaudron, c'est en cours. C'est le quartier des Trèfles, c'est en cours. Et c'est Bistebroek, et c'est aussi en cours. Et sur ce projet de Marina, certains disent effectivement que ça ne va pas aider la population d'Anderlecht qui a du mal à se loger, à trouver finalement un appartement à cet endroit. C'est bien pour ça que dans les différents endroits où on construit, nous voulons qu'il y ait une mixité sociale et que donc il y ait aussi des logements sociaux, des logements moyens qui soient construits soit par le foyer anderlechtois, soit par le fonds du logement, soit par la société de développement régional. Monsieur Drouard, 414 000 mètres carrés supplémentaires de logements dans le projet Bistebroek. On voit, c'est près de la rue Royer, en bas de la rue Royer, là où il y a juste à côté du pont. Vous trouvez que c'est trop, qu'on densifie trop cette zone ou pas? Pas forcément. Je pense qu'il y a un réel besoin de logements et des logements de tout type, qu'on ne se méprenne pas par rapport au projet de Marina. Je ne souhaite pas qu'on... Oui, c'est un projet différent. C'est un projet le développement de Bistebroek, on le voit. Mais qui s'inscrit dans le projet Bistebroek. Qui s'inscrit effectivement dans le projet. Mais donc, je veux dire, moi, ce dont j'ai peur, c'est le cloisonnement. C'est-à-dire que si on fait des cloisonnements en termes de projet et par rapport au type d'habitat, on pourrait avoir des espèces de ghettos qui pourraient se créer. Et donc là, je pense que c'est une vraie question par rapport à la mixité des projets. Et donc, si on en revient à la Marina, je pense qu'il y a un projet. C'est pas qu'il faut dire qu'il ne faut rien, parce que le chancre est existant et il faut absolument, pour le quartier, qu'on puisse redynamiser cet endroit. Mais c'est peut-être réfléchir à un projet qui serait peut-être plus adapté et qui s'intégrerait mieux dans le tissu urbain qui est le sien. Et donc, voilà, c'est ça l'enjeu. Ouais, dans le même ordre d'idée, du côté de la zone de Nerpede, justement, le boom démographique va imposer aussi de créer des logements pour les étudiants. C'est aussi quelque chose qu'il faudra envisager. C'est en cours, c'est la première chose qui a été inaugurée, ce sont les logements pour étudiants à proximité des Erasme. Allez, on parle d'un autre projet qui fait pas mal polémique. Vous le savez déjà, mais vous allez en avoir une confirmation maintenant. C'est ce projet de parking souterrain, place de la Vaillance. Alors, est-ce une bonne idée? Les commerçants, eux, en doutent. Les commerçants, les gens en soi, ils sont tous contre ce projet. Premièrement, parce qu'on va supprimer un tas de parking et faire un projet piétonnier dans la rue Royer.
Donc ça va amener beaucoup moins de clients. Pourquoi? Parce que vous arrivez des clients qui vont venir ici, mais ils ne vont pas faire toute la rue Voyer. Et on voit déjà maintenant ici sur la place de la Vaillance, il y a plusieurs magasins, des commerces qui sont déjà fermés. Et alors le pire, ça, c'est le moment que les travaux arrivent, il y a 4 banques ici. Les clients ne seront pas arrivés non plus. Donc c'est vraiment, pour moi, quelque chose de négatif. Alors, Monsieur Questemont, défi dans la majorité, on continue avec le projet de parking souterrain rue Voyer ou pas? Ce n'est pas une priorité pour défi le parking souterrain, bien que je peux comprendre le problème de stationnement au centre historique d'Anderlecht, mais pour nous ce n'est pas une priorité, ça c'est clair. Et donc vous faites quoi alors? Vous débarrassez tout de même la place de ces voitures, vous essayez de trouver d'autres solutions? Nous déclencherions une étude pour voir ce que, en collaboration avec les commerçants et les habitants, de voir ce qu'ils souhaiteraient. Mais pour nous, ce n'est pas une priorité, c'est ce que nous avions répondu. Alors, Monsieur Van Guatsenoven, on voit une réticence, voire même une opposition des commerçants par rapport à ce projet. On parlait de consultation des différents des habitants ou des commerçants dans le cadre de projets comme ceux-ci. Est-ce qu'on doit persister dans la volonté de créer un parking souterrain? Mais ce parking, ce n'est pas une fin en soi. Je pense que la volonté politique, c'est de redynamiser le centre de la commune, économiquement, culturellement. On ne peut pas le faire en disant qu'on va garder l'ensemble des voitures en surface. Ça ne fonctionnera pas. D'autant que la région nous impose de plus en plus à enfouir les voitures dans des parkings souterrains. Donc voilà. Donc venir dire oui, rien ne va changer, on va garder du parking comme c'est, et puis on va aussi en même temps rénover le centre historique, c'est pas vrai. Il y a une étude d'incidence qui est en cours pour l'instant. Oui. Si vous restez aux affaires, est-ce que vous continuez? Est-ce qu'il y aura un dépôt de permis? Est-ce qu'il y aura il y aura une concertation. Il y a une concertation. L'étude d'incidence va d'ailleurs devoir répondre à des questions graves sur toute une série d'éléments. Donc voilà, il faut quand même examiner les choses. Et puis, bien entendu, il ne faut pas oublier que nous avons aussi mené une étude sur le redéploiement du centre, qui a d'ailleurs été largement associative avec les commerçants et les habitants, et qui a émis toute une série de propositions qui ont fait largement l'unanimité. Mais c'est vrai que cet élément de parking est évidemment un élément parmi tant d'autres dans une réflexion. Pour les commerçants, c'est l'élément le plus important. Ils craignent évidemment de perdre des clients. Alors, Monsieur Thomas, pour vous, c'est une priorité ce parking? Parce que les commerçants se posent des questions. Et puis, on dit aussi que ça va coûter beaucoup plus cher de se parquer. Du coup, ça va faire fuir certains clients. Non, au contraire. L'idée est justement d'attirer des clients sur la place de Vaillance. Mais l'objectif final, c'est d'avoir une place de la Vaillance qui est débarrassée de ses voitures. Donc comme la place du Miroir à Jette, quoi. Ouais, j'allais venir à la place du Miroir à Jette. Alors pourquoi ce qui est possible à Jette, à un endroit qui est un endroit commercial, ne serait pas possible à Anderlecht? Donc, on est au stade maintenant de l'examen de la proposition par le gestionnaire futur de ce parking. Mais l'objectif, et tout le monde est d'accord pour faire une place de la Vaillance piétonne. Et c'est quand on dit qu'est-ce qu'on fait des voitures qui sont, que là, on nous dit « Ah non, on ne veut pas de parking souterrain ». Pour vous, c'est la meilleure solution? Je pense que c'est la solution d'avenir. C'est ce qui existe dans la plupart des villes. On enterre les voitures, on dégage la place. Et sur la place de la Vaillance, on a la possibilité de mettre un nombre incroyable de terrasses au secteur Horeca, de faire en sorte qu'il y ait des activités sur la place de la Vaillance aussi, pour en faire un lieu, un pôle d'attraction. Oui. Alors, Monsieur Drouard, dans votre programme, on lit aussi qu'il faut créer une zone piétonne dans le centre historique d'Anderlecht. Est-ce que pour vous, ça doit passer par l'aménagement d'un parking souterrain? Ça ne doit pas forcément passer par un parking souterrain. Si c'est un parking souterrain, est-ce qu'il doit être là? Il y a quand même toute une série de questions relatives à la mobilité qui se posent, qui devront être un petit peu décodées et qui devront être mieux lues. Parce que si c'est pour avoir un piétonnier où les voitures s'engouffrent juste à côté, ça perd un petit peu de sa plus-value. Alors un piétonnier, c'est un vrai plus pour les commerçants. C'est quelque chose que les études démontrent qu'il y a une renaissance de certains commerces via des piétonniers. Donc, c'est un vrai enjeu de qualité de vie, mais aussi commercial. Et donc, là, il faut... Donc, il faut étudier d'autres solutions pour vous, si je vous comprends bien. Il faut potentiellement étudier d'autres solutions. Donc, comme M. Questemont, quoi. Mais persévérer sur la question du piétonnier. Et par rapport à la défiance au projet global, en tout cas des commerçants, je pense que là, c'est quelque chose que nous avons aussi critiqué à un moment donné. On pense qu'il y a eu
très peu de participation citoyenne en amont du projet, qui aurait pu faire adhérer les uns et les autres à ce projet. Ouais, Monsieur Questemont, on a manqué de participation, vous pensez Oui. aussi Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon vous? Une meilleure consultation des différents acteurs de terrain, donc que ce soit les commerçants, les habitants. C'est d'ailleurs ce qu'ils demandent. Alors, dans certains partis, on retrouve à certains moments l'idée de faire une consultation populaire. Oui. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, sur cette question? Tout ce qui révèle de la consultation populaire, pour moi, est une bonne chose. Oui, on n'a pas assez consulté, la démocratie participative. Mais on a consulté, mais au départ, il faut quand même qu'il y ait un projet. Donc, l'idée, c'est place de la variance piétonne, parking. On met ça à l'enquête et donc on a récolté l'avis d'un certain nombre de personnes. On a fait aussi, comme l'a rappelé M. Van Gotsenhoven, on a fait une étude globale sur le centre. On a consulté tout le monde. Et globalement, tout le monde est d'accord sur ce qu'il faut faire dans le centre, sauf le point d'interrogation du parking. Et donc, l'étude d'incidence qui est demandée maintenant aux constructeurs du parking va permettre, je pense, d'éclairer et de faire en sorte qu'on arrive à un consensus. Sinon, qu'est-ce qu'on fait des voitures de la place de la Vaillance? Il n'y a encore personne qui est arrivé avec un autre endroit pour construire le parking. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on embraye sur un autre problème, c'est la revitalisation de la rue Royer, qui doit aller de pair avec la revalorisation de la place de la Vaillance. Alors, certains disent que les commerces périclitent dans la rue Royer. On n'y trouve plus la diversité commerciale comme autrefois. Monsieur Questemont, que faites-vous pour revitaliser cette artère? Mais c'est le point noir, je crois, de la majorité sortante, c'est la redynamisation des commerces. Quand on regarde la rue Royer, beaucoup de gens, les anciens de la commune, me disent où était le temps de la superbe rue Royer que nous avions, qui était l'artère commerciale la plus intéressante, la plus importante d'Anderlecht. Je crois qu'au niveau de défi, nous, ce que nous souhaiterions, c'est redynamiser surtout les commerces de proximité et les commerces de qualité. Oui. Alors ça, c'est bien de le dire, on fait comment concrètement? Mais peut-être, par exemple, nous avons un projet de dire que la commune pourrait acheter des espaces et des lieux publics au niveau de la rue Royer et les revendre à tarif très avantageux à de jeunes indépendants qui débutent et les suivre au niveau de la commune, suivre l'installation de leur commerce. Est-ce que vous avez une idée du nombre de commerces que la commune devrait racheter ou pourrait racheter pour revitaliser? Non, quand on voit la rue Royer aujourd'hui, il y a quand même pas mal de commerces qui ferment de manière régulière. Donc, voilà. Ils sont ouverts hier, ils sont fermés demain matin. Alors, Monsieur Thomas, l'échec de la majorité, la revitalisation des noyaux commerciaux, en particulier celui de la rue Royer? Moi, je n'ai pas cette vision négative. Oui. Quand on connaît bien la rue Royer, il y a presque chaque semaine de nouveaux commerces et des commerces de qualité qui s'installent. Et donc, c'est vrai qu'il reste quelques endroits où il y a des rez-de-chaussée qui ne sont pas occupés. Et là, nous proposons aussi de faire une agence immobilière commerciale qui permettrait, au niveau de la commune, de faire en sorte que ces locaux soient remis. Donc la commune, vous êtes d'accord avec M. Questemont sur cette idée d'acheter certains rez-de-chaussée? C'est M. Questemont qui est d'accord avec moi. Monsieur Questemont, c'est vrai qu'on vous poser la question pourquoi ça n'a pas été fait auparavant, j'imagine. Ouais, mais ça commence à être fait puisqu'on a déjà acquis une première surface dans le cadre de contrat de quartier Bistebroek où, dans ce commerce d'ailleurs, on va pouvoir vendre les produits circuit court de Nerped. Donc voilà, c'est une première initiative et qui nous a ouvert sur la possibilité de l'étendre. Naturellement, avec les moyens de la commune, il est difficile d'envisager l'acquisition de plus de 2 ou 3 surfaces par année. Sur la qualité des commerces qu'on trouve rue Royer, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou plutôt plus bienveillant, comme l'est M. Thomas? Ben écoutez, voilà, moi ce qui m'a fait plaisir, et d'ailleurs on peut reparler de la marina dans ce cadre-là, c'est que les commerçants, eh bien, ils souhaitent vraiment qu'un certain nombre d'initiatives soient prises et donc ils regardent aussi ce qui est en train de se passer au canal où il y a évidemment une dynamique qui se met en œuvre, où des clients vont venir également sans doute les supporter prochainement. Donc voilà, je ne pense pas que la rue Royer soit foutue et très sincèrement je pense qu'elle peut de nouveau être cet axe de liaisonnement entre d'une part la zone du canal et l'est de la commune, Kuregem, zone midi, et de l'autre le centre de la commune et le reste des quartiers. Donc je crois que le sort de la rue Royer n'est absolument pas scellé. Oui, Monsieur Drouard, le développement du projet Bistebroek, la solution pour revitaliser la rue Royer, vous y croyez, vous? Mais je pense que la question de la rue Royer, elle ne doit pas se voir que sous un spectre bien précis. Je pense que le problème est global parce que effectivement, acheter des commerces via la commune est un outil intéressant. La ville de Bruxelles le fait et ça a l'air de fonctionner. Mais le problème de la rue Royer, elle doit se voir aussi en termes de mobilité, en termes de propreté
Et en termes de vie de quartier, c'est-à-dire que la rue, avec tous ces logements vides au-dessus des commerces, est aujourd'hui un petit peu morte à certains moments. Et donc, je veux dire, l'enjeu de la rue Royer doit être plus large et doit être vu sous plusieurs Monsieur Questemont, sur cette mobilité parfois compliquée dans la rue Royer, vous feriez en sorte que on y trouve moins de voitures? On y trouve moins de voitures, oui, c'est ça. Donc suppression de certains places de parking, vous feriez ça? Oui, mais je rejoins M. Drouin aussi sur le fait que l'inoccupation des différents logements de la rue Royer pose un problème. Ça, c'est clair. Monsieur Thomas, comment faire pour que les logements au-dessus des commerces soient habités? Qu'est-ce que la commune peut faire pour que ce soit le cas? Faire appliquer les règlements d'urbanisme, et donc dans la mesure où ces étages sont des étages de logement qui sont repris en tant que tels, faire en sorte d'obliger les propriétaires à réouvrir ces étages pour y faire véritablement du logement. Que nous répond l'échevin de l'urbanisme? Écoutez, on travaille, on a une cellule de contrôle taxe qu'on a mise en place durant cette législature et qui travaille extrêmement bien. Bien entendu, il y a un certain encours, mais en tout cas aujourd'hui, les propriétaires négligents et qui laissent des bâtiments à l'abandon sont sévèrement sanctionnés. Ce qui n'était pas le cas par le passé, je tiens à vous le dire. Alors on fait un dernier tour de table pour évoquer l'avenir du stade d'Anderlecht, puisque Marc Cook envisageait il y a peu la création d'un nouveau stade sur le territoire de la commune. C'est à vous que je vais donner la parole, Monsieur Questemont. Vous êtes en retard sur le temps de parole. Que faut-il dire à Monsieur Cook? Qu'il peut s'étendre sur le stade actuel, qu'il peut chercher un autre endroit de la commune? Je crois qu'il ne faut rien dire à Monsieur Cook. Je crois qu'il ne faut rien dire à Monsieur Cook. Monsieur Cook a aujourd'hui le singe sur son épaule. C'est à lui de voir les autorités communales et de faire des propositions. Et vous, quelles sont les limites que la commune peut accepter? Je pense, les limites, il y a des limites, je dirais, différentes. Il faut d'abord consulter l'ensemble des riverains qui sont autour, les commerces également. Mais aujourd'hui, je pense que l'on met la charrue avant les bœufs. Monsieur Cook a, je crois, d'autres chats à fouetter au niveau de l'équipe, par exemple, que de penser à l'extension. Mais vous souhaiteriez, vous, que le stade reste sur Anderlecht, quoi qu'il arrive? Personnellement, oui. Monsieur Thomas? Je rappelle qu'en début de législature, avec l'ancienne direction du Sporting, on a étudié vraiment fort en détail les plans. On a donné un... Pour agrandir le stade. Pour agrandir le stade actuel, pour passer une capacité de 30 000 places. Après une discussion avec les riverains, et finalement, on est arrivé à un accord. Ce qui s'est passé, que par après... Ils ont voulu aller sur le stade national du Ezel qui ne s'est pas réalisé. Ça n'a pas été mis en œuvre. Et là, c'est ce projet-là que vous voudriez pouvoir ressortir. Il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer parce que le permis n'est plus valable. Et j'ai dit à M. Cook, et c'est l'unanimité à l'intérieur du collège, et je pense à l'intérieur du conseil communal, il n'est pas question d'aller construire un stade en RP, c'est impossible. On est en zone. Donc on s'agrandit sur le stade actuel. Il y avait une autre possibilité, c'est de construire le stade dans la zone industrielle. Mais malheureusement, il y a aussi là eu un renouveau industriel et donc ça devient très difficile. Monsieur Van Guatsenoven, très rapidement. Clairement, pas de stade en RP. Clairement, c'est pas possible ni souhaitable. Et évidemment, garder le RSCA à Anderlecht, c'est important, c'est une vitrine importante. Absolument. Et je tiens aussi à rappeler que nous avons étudié l'avenir du développement du RSCA. Donc le jour où M. Cook vient nous voir, nous avons aussi des choses à dire. Et donc vous lui dites agrandissez le stade actuel? En tout cas, nous avons étudié cette possibilité. C'est ce que je lui ai dit. Monsieur Drouard. Donc, une première chose, c'est certain, on souhaite garder le club sur Anderlecht. Quant à la question de l'agrandissement, je pense que ce n'est peut-être pas la meilleure solution pour eux. Parce qu'ils ne feront que rajouter une partie de l'anneau. Et donc, en soi, c'est peut-être pas ce qui est le mieux pour eux. Par contre, c'est vrai qu'on a parlé de la zone industrielle. S'il reste des possibilités, nous plaidons pour que cet endroit soit privilégié. Ce n'était pas le cas. C'est trop tard, il fallait le faire. Donc voilà, l'avenir nous dira. C'est M. Piquet qui a saboté ce débat existe depuis 2006. Écoutez, on ne va pas entamer un débat là-dessus, si vous le voulez bien. On ne va pas entamer un débat là-dessus. Je propose qu'on en reparle dans 6 ans, puisqu'à mon avis, peut-être que le dossier ne sera pas abouti à ce moment-là. Merci, messieurs, en tout cas, pour ce débat. Demain, on prend la direction d'une commune limitrophe à Anderlecht, c'est Molenbeek-Saint-Jean. Très bonne soirée à tous.